Les fruits ont enfin tenu la promesse des fleurs hier au stade Paul Biya de Olembe. C'était à l'occasion de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en terre camerounaise. La sélection des Lions Indomptables s'est imposée 2-1 contre la sélection du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h30. En haut de page de ce journal, nous irons voir où les peuples autochtones sont menacés par la déforestation. Et selon certaines statistiques, le Cameroun a perdu plus de 100 hectares de forêt tropicale en 2020. Et autre chose en page de découverte de ce journal, nous irons en République démocratique du Congo voir la fabrication du charbon écologique à base des déchets ménagers. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester sur place. Attendons le développement de ce journal. Les fruits ont enfin tenu la promesse des fleurs. Hier, c'était au stade Paul Biya d'Olembe à l'occasion de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise, où la sélection des Lions Indomptables s'est imposée sur un score de 2-1 contre le Burkina Faso. Allons voir la cérémonie d'ouverture avec Michel Ngoudou sur ce reportage. Pour ce retour de la grande messe du football africain au Cameroun 50 ans après, le président Paul Biya, l'une des grandes stars de la parade culturelle, le lion en 3D qui surgit du toit du stade Olembe, ne l'aurait pas ravi la vedette. La prestation des 500 chorégraphes réunis pour la circonstance dans une ambiance dominée par les 4 airs culturels du 237 au pas du Ndjang, Bikoussi, Gandjal, Ambasimbe au rythme des tambours. Des milliers de spectateurs sont séduits. Comme annoncé, la méga star africaine de la musique, Fally Ipupa, électrise le stade avec sa voix. Vive l'Afrique, les célébrettes, les bras Fally Ipupa du Cap la merveille. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, la folie, tout le monde danse. L'hymne de la CAN ne manque pas du rendez-vous. Le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, dans une allocution enjaillée, précède la déclaration officielle d'ouverture du président de la République du Cameroun, Paul Biya. To work together with Europe, we want to work together with football. We want to develop football in Africa, but we also want to send a message to the 54 countries. The CAF, AFCON, Total Energies, AFCON Cup is in Cameroon is going to be the best that has ever been taken place, and we want to inspire all the people of Africa. We must believe. Je déclare officiellement ouverte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Total Energies Cameroun 2021. Restons dans le même sillage, mais allons cette fois-ci à Monatélé, c'est l'allée qui est dans la région du centre Cameroun, où les populations amoureuses du ballon rond se disent satisfaits des différents villages de la CAN, déjà prêts pour la grande messe qui a débuté hier. Lavoisier Kega. CAN 2022 au Cameroun, les populations de Monatélé ne veulent manquer aucun moment fort de l'événement. Entre village de la CAN, Monatélé Fan Zone, écran géant, buvette et lieu de réjouissance spécialement aménagés, maison de la culture, les amoureux du ballon rond n'ont plus que l'embarras du choix afin de témoigner leur affection pour cette compétition attendue depuis de nombreux mois déjà. Il aime le football, il aime sa ville et il nous aime aussi. C'est pour cela qu'il a installé un village de la CAN qui est plus merveilleux. Un fan zone aménagé sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Monatélé. Objectif, permettre aux populations du centre urbain et environ de ne rater aucun moment de cette grande fête. Entre prestations artistiques, spectacles, jeux et attractions divers, foires et expositions, gastronomie, tout un ensemble d'activités afin de permettre aux Monatéliens de passer de bons moments de convivialité pendant la compétition. D'abord, dimanche, avant la cérémonie d'ouverture, vous allez assister à l'effervescence culturelle. Les 4 airs du Cameroun seront représentés. Je vais parler de Grassfield, de l'Air Sawa, de Kambeti,
de l'ère sahélienne. Nous allons avoir toutes ces danses ici. C'est l'occasion pour nous de promouvoir aussi la culture. En Combibam, la Maison des Cultures Nouane a mis ses installations à contribution afin d'accueillir le nombreux public attendu ici pour vivre les rencontres de football. Un dispositif particulier et de dernière génération mobilisé pour la circonstance. Donc on a dit, on ne va pas dépayser les gens, on va rester au village et on va faire avec ce qu'on peut trouver au village. Mais déjà, plusieurs appréhensions sont soulevées ça et là, notamment les chefs d'établissement, dont certains entrevoient des mauvais résultats scolaires au terme de l'année. Franchement, nous avons beaucoup d'appréhensions parce que beaucoup d'enfants vont le laisser dessus pour s'intéresser beaucoup plus au football. D'autres pensent par contre que cette situation pourra redonner une joie de vivre supplémentaire aux apprenants. Nous croyons que les grands visiteurs, pour ne pas dire les élites, pourront jeter un coup d'œil et améliorer notre structure. Certains observateurs attendent eux aussi des retombées palpables pour les populations de l'arrière-pays. Dans tous les cas, les regards sont désormais tournés sur la journée du 9 janvier, jour de l'ouverture solennelle de la compétition, mais surtout jour de la rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et le Burkina Faso, considéré pour beaucoup comme le gros morceau dans cette poule A, poule de la mort. Selon la plateforme de surveillance des forêts tropicales Global Forest Watch, le Cameroun a perdu plus de 100 000 hectares de forêts tropicales en 2020, menaçant ainsi la vie des peuples autochtones. Reportage. Au Cameroun, la déforestation des forêts tropicales impacte les pygmées. Ces chasseurs, vivant dans les forêts depuis près de 5000 ans, se retrouvent sans abri à cause de l'abattage des arbres pour la production de bois et l'exploitation minière. Chaque année, 8 millions d'hectares sont exploités. Avec l'exploitation de la forêt, le mode de vie des Baka, des pygmées en général, est menacé. Si tout cela est coupé, les Baka sont voués à la perte de leur identité en général. Le pays tente de sédentariser cette population, mais les pygmées n'ont pas le droit de s'établir ou de pénétrer dans les forêts des parcs nationaux. Nous sommes liés avec la forêt et la forêt est notre patrimoine. Qu'on trouve tous les essences, toute la nourriture provient de la forêt. Pour les pygmées, les responsables de cette déforestation sont bien visibles. Chaque jour, ils observent des entreprises venir abattre des arbres. Voilà, c'est les camions qui évacuent chaque jour, qui ont vraiment dégradé la forêt, qui a fait que la forêt ne doit plus avoir de valeur. C'est ces camions-là ici. C'est eux, c'est leur travail. Selon la plateforme de surveillance des forêts Global Forest Watch, le Cameroun a perdu en 2020 plus de 100 000 hectares de forêts tropicales. Alors que la fabrication du charbon écologique a des conséquences sur la forêt, ici, la briquette de charbon est écologique car elle est fabriquée à base de déchets ménagers. C'est un reportage d'Africa News. Nous sommes dans la ville de Goma, à l'est de la RDC. Ici se trouve une petite entreprise qui fabrique des briquettes de charbon pas comme les autres. Alors que la fabrication de charbon de bois a des conséquences dévastatrices sur la forêt du bassin du Congo, ici, les briquettes de charbon sont écologiques car fabriquées à base de déchets ménagers et agricoles. Cette entreprise innovante a été créée il y a quelques années par un entrepreneur local. D'abord, on fait le ramassage des déchets dans des ménages, dans des marchés. Et après le ramassage, on va passer au triage, c'est-à-dire on va essayer de voir les déchets biodégradables et les non biodégradables, c'est-à-dire les plastiques, les verres, les métaux. On doit trier et puis par après on va passer ce qu'on appelle la carbonisation. On doit carboniser les déchets. Quand on aura déjà fini à carboniser, on va essayer de moudre ça ou broyer ça pour que lorsqu'on va les mélanger avec les liens, qu'on puisse avoir une homogénéité de ces mélanges-là. C'est par après qu'on va presser ça dans des presses à briquettes. Par après, c'est le séchage et après, c'est l'emballage et la commercialisation. Cette alternative écologique permet de protéger l'environnement en limitant la déforestation, mais elle est aussi source d'emploi. L'entreprise emploie près de 40 personnes. C'est un travail, ça me fait plaisir puisque c'est un domaine que je maîtrise bien,
Mais ça a aussi un impact puisque à la fin du mois, je parviens quand même à gagner quelque chose pour subvenir aux besoins de ma famille. Avec ce charbon écolo, les ménages peuvent bénéficier d'un combustible propre et à bas prix. C'est ce qui a motivé cette mère de famille d'abandonner le charbon de bois classique pour cette alternative plus écologique. Auparavant, moi j'utilisais les brins avant que je ne connaisse ces produits ici. Puisqu'auparavant, j'achetais au moins un sac de brins pour $30 pendant un mois. Mais pour le moment, je suis en train d'acheter les briquettes de $15 pour un mois de plus. En tout cas, ça permet de minimiser les dépenses puisque avec les paix comme ça, on peut faire 3 repas complets. Aujourd'hui, des démarches comme celle-ci sont cruciales pour lutter contre la déforestation. La RDC a perdu 20% de ses forêts humides en 30 ans. C'est beaucoup plus que le Gabon et presque autant que le Brésil. Après une longue trêve due à la présence de la pandémie à coronavirus, les écoles ont rouvert leurs portes ce lundi à Nagwanda. Reportage. Ici se trouvait autrefois l'école primaire moderne Alliance à Mityana, près de la capitale ougandaise. Les équipements scolaires cassés, les jeux pour enfants défraîchis et le mobilier poussiéreux témoignent des pertes qui se sont accumulées pendant le confinement imposé dans tout le pays. L'idée de transformer des lieux comme celui-ci en hébergement est venue du président. Les propriétaires comme Sol Lukoda étaient loin de se douter qu'ils allaient se lancer dans une activité pour laquelle ils n'avaient aucune expérience. Les gens venaient les louer, mais d'autres avaient peur. Ils se demandaient comment pourrais-je vivre dans une école quand le Covid serait terminé et serait chassé. On perdait donc ses clients. Et puis comme les hôtels étaient autorisés et libres de fonctionner, on finissait par se rabattre sur un hôtel parce que les gens pouvaient facilement partir. Il n'a pas été facile pour Saul, enseignant de formation, d'abandonner la carrière dont il rêvait, à savoir l'éducation. Cette grande pièce était autrefois le bureau du directeur de l'école. Il y en a une quarantaine dans ces locaux et on continue à délimiter les grandes salles de classe pour en créer d'autres. L'argent reçu ici n'est pas aussi prometteur, mais au moins il rembourse ses prêts et paie ses factures pour entretenir cet endroit. Les écoles ont été fermées une première fois en mars 2020, lorsque le premier cas de Covid-19 a été signalé dans le pays. Et comme elles n'ouvrent que le 10 janvier, beaucoup d'enfants n'y retourneront pas. Certains jeunes se sont lancés dans une activité commerciale et d'autres ont fondé une famille. Pourtant, ici, plus de 500 anciens élèves doivent trouver de nouvelles écoles. Avant, j'étais intéressée et fière de mon école. Mais maintenant qu'elle est fermée, je ne me sens pas bien, mais je vais continuer mes études. Cette couturière se retrouve avec des invendus sur les bras stockés pour être fournis à l'école. Je n'ai pas de travail maintenant. Il est très difficile d'obtenir de l'argent pour trouver une nouvelle école à un enfant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les écoles qui restent opérationnelles ont reçu des directives strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus et les analystes prévoient de grandes difficultés d'apprentissage pour les élèves qui vont sauter des classes pour rattraper les 2 années passées à la maison. Les experts préviennent qu'il pourrait déjà y avoir une 3e vague de la pandémie qui a le plus touché le secteur de l'éducation. Rosia Athman pour Africa News. Le stade municipal de Polokwane en Afrique du Sud a servi de cadre à la célébration des 110 ans de l'ANC. À l'occasion, le président Cyril Ramaphosa est revenu sur la nécessité de restructurer le parti. Reportage. L'ANC a célébré son 110e anniversaire au stade municipal de Polokwane en Afrique du Sud. Près de 2000 partisans du Congrès national ont fait le déplacement pour l'occasion. Pour célébrer le parti au pouvoir, différentes animations étaient au programme des festivités, dont des spectacles de musique et de danse. Le président Cyril Ramaphosa a prononcé un discours pour rappeler les valeurs du mouvement, après avoir insisté sur la nécessité de restructurer son parti. La lutte contre le racisme est un principe fondamental de l'ANC. Il se trouve au cœur de notre objectif de construire une nation sud-africaine avec un patriotisme commun. Seule l'ANC peut garantir la réalisation de cet objectif. Aucune autre organisation dans notre pays ne peut le faire.
Le président sud-africain a également déclaré que le pays avait connu des événements qui perturbent la démocratie constitutionnelle, comme l'incendie du Parlement et les émeutes meurtrières liées à l'emprisonnement de Jacob Zuma en juillet 2021. Il a aussi évoqué les sujets de la corruption et de la criminalité d'État flagrante, décrites dans un rapport qui lui a été remis il y a quelques jours. La fête catholique de l'Épiphanie se célèbre le 6 janvier de chaque année. Elle marque le voyage des trois rois mages vers l'enfant Jésus. Reportage. Dans la favela de Morro da Formiga, on fête les rois mages pour l'Épiphanie. Lors de cette célébration religieuse, les habitants revêtent des costumes colorés et défilent sur de la musique afro-brésilienne teintée de symboles catholiques. Après avoir été annulée en 2020 à cause de la flambée des cas de Covid-19 au Brésil, la célébration est maintenue avec certaines mesures sanitaires. Après Noël et le Nouvel An, on peut voir que la pandémie se développe à nouveau. Mais aujourd'hui, jour des rois mages, on devait célébrer cette tradition pour le jour de l'Épiphanie. On prend toutes les mesures de sécurité, on l'a toujours fait, mais aujourd'hui encore plus, avec le gel hydroalcoolique et les masques. Depuis près de 80 ans, le groupe de Folia des Reis transmet cette tradition aux plus jeunes. La fête est placée sous le signe du dévouement, de la solidarité et de la discipline. Quand j'ai perdu mon père, l'une des meilleures choses qui me soit arrivée a été de rejoindre le groupe. Ça m'a aidé dans un moment difficile de ma vie. Je les remercie pour beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie. La fête catholique de l'Épiphanie est célébrée chaque 6 janvier. Elle marque le voyage des trois rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar vers l'enfant Jésus. Au Mali, les dirigeants ouest-africains réunis autour de la CEDEAO sont fermes et annoncent de lourdes sanctions contre Bamako. Reportage. La CEDEAO inflige de nouvelles sanctions au Mali. À l'issue de la rencontre des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest dimanche, le groupe a opté pour des mesures comparables à celles prises en 2020. Le calendrier de transition proposé par la junte samedi n'a pas convaincu l'organisation de leur volonté de rendre le pouvoir aux civils le plus rapidement possible. L'autorité juge totalement inacceptable le calendrier proposé pour la transition. Ce calendrier signifie simplement qu'un gouvernement de transition militaire illégitime prendra en otage le peuple malien pendant les 5 prochaines années. Des sanctions déjà appliquées 2 ans plus tôt face à un calendrier similaire proposé par la junte. Ces sanctions supplémentaires comprennent premièrement le retrait des ambassadeurs de tous les États membres de la CEDEAO au Mali. Deuxièmement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants: les produits alimentaires essentiels, les produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris les matériels de contrôle du Covid-19, les produits pétroliers et l'électricité. Quatrièmement, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO. Ces sanctions s'ajoutent à l'interdiction de voyager infligée aux 150 personnalités de la junte. À Pawa, au nord-ouest de la République centrafricaine, l'insécurité menace la production agricole. Pour les cultivateurs, il est dangereux de transporter leurs produits car les axes routiers peuvent être minés. Reportage. Dans la ville de Pawa, au nord-ouest de la Centrafrique, les affrontements entre groupes armés menacent la production d'arachides. Pour les cultivateurs, il est dangereux de transporter leurs marchandises, les axes routiers étant minés par des engins explosifs. Cette année, avec l'insécurité, il y a eu trop de menaces et de vols. On a dû vendre la production très rapidement et à bas prix, et maintenant, il y a une pénurie de semences pour replanter. Ce qui nous bloque
à développer beaucoup plus l'arachide à Pawa, c'est à cause de l'insécurité. Quand nous voulons ramener nos produits pour Bangui, pour Berbereti, même soit bois, vous allez écouter parler des coupeurs de route. La production d'arachide dépassant largement les besoins de la région, les cultivateurs transforment une partie de leurs marchandises. Mais ces techniques ont un coût. C'est vraiment encore la transformation encore au stade vraiment artisanal. Il faut vraiment essayer d'accompagner vraiment la chaîne, la filière pour développer cette transformation, essayer de créer des débouchés pour les problèmes d'écoulement et aussi créer de la valeur dans la chaîne de la filière arachide au niveau des Pawa, qui constitue vraiment un grand bassin de production d'arachide dans la Centrafrique. La Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis 2013. Après avoir baissé d'intensité, le conflit s'est ravivé depuis l'élection présidentielle de 2020. En raison des menaces des frappes aériennes par les drones, des partenaires humanitaires ont suspendu leurs activités dans la région éthiopienne en guerre du Tigré. Reportage. En vue d'entamer un dialogue national inclusif, le gouvernement éthiopien a accordé l'amnistie à plusieurs prisonniers, dont Jawar Mohamed ou encore Eskinder Nega. Le parti de ce dernier a célébré cette libération en postant sur Facebook une photo de lui devant la prison dans laquelle il était incarcéré. Selon Addis Abeba, l'objectif est d'ouvrir la voie à une solution durable aux problèmes de l'Éthiopie de manière pacifique et non violente. Cette amnistie concerne également les prisonniers de la récente guerre contre les rebelles du TPLF. Plusieurs opposants impliqués dans les violences survenues en juillet 2020 ont été graciés alors que l'Éthiopie célèbre le Noël orthodoxe. 11 semaines après le coup d'État militaire, un regain d'insécurité se vit à Khartoum. Hier dimanche, encore un militant a été tué par les forces de sécurité. Regardez plutôt. À Khartoum, les Soudanais continuent les protestations envers l'armée. Alors que des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur la foule. Samedi, les Nations Unies ont annoncé qu'elles faciliteraient les pourparlers afin de tenter de résoudre la crise qui dure depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan. Il y a quelques jours, le Premier ministre civil Abdallah Hamdok a finalement démissionné de son poste, expliquant que le pays se trouve à un carrefour dangereux qui menace sa survie même. Depuis le début des manifestations, la répression policière a fait au moins 60 morts selon les médecins. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette information du Soudan que se referme ce journal. Merci à vous tous pour l'avoir suivi. Donnons-nous rendez-vous demain, 19h30, pour une autre édition d'information sur Hope Africa Télévision. D'ici à là, mesdames et messieurs, portez-vous bien et au revoir.